Salut les chéris, aujourd'hui je fais une vidéo très spéciale qui va être assez longue et assez difficile à tourner. Nous sommes le 6 septembre aujourd'hui et vendredi prochain, ça fera 5 ans que Bradley a eu son accident. Donc ça va être l'anniversaire des 5 ans de son handicap. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et surtout mon ressenti, le ressenti de mon mari, alors un petit peu moins. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce qu'on parle souvent du handicap, mais ce sont les personnes qui sont handicapées. Je dis bien handicapées, je dis pas personnes à mobilité réduite. Voilà, moi je dis handicapé parce que il est handicapé tout simplement, au risque de choquer certaines personnes. Du coup, c'est souvent les personnes porteuses de handicap qui en parlent le mieux, bien évidemment. Il n'y a pas de témoignage de la famille proche, de ce qui s'est passé ensuite, comment les personnes l'ont pris, etc. Donc, je préfère vous prévenir qu'il y aura certainement des choses qui peuvent vous choquer, des choses sensibles, des images, des photos qui peuvent choquer. Donc, si c'est un sujet qui risque de vous blesser, de vous heurter, de vous choquer, passez votre chemin. Je vais commencer un peu par le début. Bon, je vais pas récapituler les 5 ans, bien entendu, mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au début. Donc, c'était le 12 septembre 2020, un samedi. Nous étions chez mes parents à l'époque, à 300 km de chez nous. On était dans Charente-Maritime. On était partis passer le week-end. On allait fêter l'anniversaire en avance de mon mari, donc le 19 septembre, et de mon père le 13 septembre. Et donc on était partis au restaurant, et en revenant du restaurant, on a fait une petite sieste vite fait comme ça, puis on s'est dit tiens, on va aller faire un tour, on va visiter un petit village qui était à quelques kilomètres, vraiment 2-3 kilomètres de chez mes parents. Et à peine arrivé, on voit un numéro qui s'affiche donc sur la voiture, sur l'écran de la voiture, un appel qui s'affiche, et je connaissais pas le numéro, donc j'ai pas décroché tout de suite, et ça rappelle. Je dis c'est bizarre. Bon, c'était un 06. J'ai dit allez, je décroche, on verra bien. Donc, c'était le responsable de la salle où Bradley a eu son accident qui me dit Bradley a eu un accident, les pompiers sont sur place. Que Bradley allait souvent à la salle à vélo. Donc je me suis dit c'est fait renverser par une voiture. Donc ça aurait pu être très grave aussi, voilà, mais ça n'était pas du tout le cas. Il est tombé en fait dans la fosse. Donc j'ai laissé la vidéo au début. Donc c'est le jour de l'accident. Bien entendu, si on voit la vidéo comme ça, on se pose pas la question, on ne sait pas. Sauf que nous maintenant on le sait, donc quand on voit la vidéo, ça réveille des choses. En fait, il a tenté un triple salto ou un double salto, et il est tombé dans la fosse, donc avec des gros carrés de mousse qui sont censés amortir le choc quand vous tombez, et comme si vous tombiez sur un matelas en fait. Et puis il a eu le coup du lapin en fait, c'est tout simplement. Et puis ça a été instantané en fait, c'est une fraction de seconde, et du coup il est resté c'est la moelle épinière qui a été touchée. Du coup donc le gars nous appelle et nous dit il a eu un accident et tout, il sent plus ses jambes, il sent plus ses bras. Donc moi tout de suite j'ai su ce qui se passait. J'ai appelé mes parents, j'ai dit on repart tout de suite, je leur ai expliqué, j'ai dit on vous tient au courant. Donc 300 km à retour, enfin repartir. Donc tout le long, ça a été pesant, ça a été calme. On avait quand même mis la musique, parce que, mais c'était, voilà, on se posait des questions. Moi, je regardais sur Internet, en même temps, je continuais de converser avec le responsable de la salle. Et puis il me dit les pompiers sont sur place, ils s'occupent de lui, tout ça. Et puis je voyais quand même le temps qui passait. Il faut savoir en général que si les pompiers restent longtemps, c'est que c'est pas bon. Si vous avez une cheville cassée, ils regardent, ils vous emmènent à l'hôpital et puis basta quoi. Et j'ai su après en fait que tous ses copains leur étaient stupéfaits. Ils sont pas rendus compte au début. Il est tombé et voilà, personne s'est rendu compte de ce qui se passait en fait. On s'imagine pas en fait ce genre de choses, et ils ont mis un certain moment à le dégager en fait. Il fallait enlever tous les cubes de mousse, et il y en a quand même un paquet, vous voyez sur la vidéo. Donc tout le monde est descendu dans la fosse pour le dégager, mais lui il pouvait rien faire en fait, il était paralysé, et ça vous paralyse
à l'instant même, en fait. Hein. Dès que vous avez le truc, ça vous paralyse à l'instant. Il faut savoir également que si ça vous arrive malheureusement en pleine forêt, que vous êtes tout seul, après quelques heures, vous mourrez. Je sais même pas si c'est après quelques heures, parce que ça bloque tout, en fait, le système. Suivant où vous êtes touché, donc lui, il a été touché entre la C5, C6, un petit peu C7 aussi légèrement, mais C5, C6. Donc c'est très haut au niveau de la colonne vertébrale, donc c'est les cervicales. Et plus haut c'est touché, plus grave c'est. Donc il a eu la moelle épinière comprimée. Je vais regarder mon ordinateur parce que j'avais écrit à l'époque, j'avais fait un petit journal de bord, tous les jours j'écrivais et j'ai perdu une partie malheureusement. Il y a quand même le principal au tout début en fait. Entre-temps j'ai appelé mes autres fils, ses frères aînés, pour essayer de l'accueillir en attendant, pour essayer de le voir à l'hôpital parce que donc moi je savais ce qui se passait. En regardant pareil sur internet, mais j'espérais, malgré tout, on espère, on se dit bon, ça va, il a pris un mauvais coup, voilà, ça peut, peut-être qu'on s'imagine des trucs plus graves que ce qu'il est. En vérité, il faut savoir que donc c'était le 12 septembre 2020, c'était après le premier déconfinement, donc les gens portaient encore les masques. À l'hôpital, c'était très compliqué pour aller voir les patients, pour aller voir sa famille à l'hôpital. Donc on arrive. Au bout d'un moment, on arrive. Pour vous dire, hein, j'ai eu l'appel vers 16h30, 19h15. On est arrivé à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital à 17h37, donc 1 heure après, pour vous dire que ça a été très long. D'ailleurs, j'en avais parlé au responsable de la salle, je lui avais dit, mais c'est très long. Il me dit, mais oui, mais il s'occupe bien de lui, il a fallu qu'il le dégage, ils le maintiennent bien, ils font attention. Moi, je savais que de toute manière, c'était grave. Arrivé à l'hôpital, donc on a été reçu par, alors je sais pas si c'est une infirmière à l'époque, une AS, je ne sais pas, toute petite, avec le masque, et je revois ses yeux, je reverrai ses yeux jusqu'à la fin de mes jours. Et je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit c'est grave. Et je me suis effondrée. Je sais même pas si j'ai crié à l'époque, j'en sais rien. On m'a dit de me calmer, mais moi je voulais pas me calmer. En fait, c'était impossible pour moi. J'étais sous le choc. J'ai oublié mon mari. Mon mari il n'était plus là, il n'existait plus. Le pauvre, il devait être comme moi, bien sûr, sous le choc. Et j'ai même pas pensé. Enfin, c'était horrible, quoi. Donc j'avais mon deuxième fils, Scott, que vous avez déjà vu en vidéo, qui était là, donc qui était venu. Il n'avait pas pu le voir en fait. Il l'a vu arriver, mais il n'a pas pu s'approcher de lui. Ils l'ont emmené. Enfin, c'était vraiment une urgence vitale, donc ils l'ont emmené directement en déchocage. Du coup, il y avait la copine de Scott qui était là aussi à l'époque, mais elle était dans la salle d'attente. Et ils ont quand même fait rentrer sa copine nous rejoindre. Donc on était 4 à attendre en fait. Pendant que ce temps-là, Bradley était tout seul, il était paralysé et seul en fait. Donc nous on essayait de se serrer les coudes, de se consoler, voilà. Et puis Scott avait vu le médecin quand il est arrivé, mais il n'a pas tout compris. Puis pareil, Scott était sous le choc. Et du coup, il me dit, le médecin va arriver. Donc le médecin est venu et puis il nous a expliqué ce qu'il y avait. Donc, il avait une compression de la moelle épinière. Et puis, ils allaient le préparer pour... alors, il m'avait expliqué à l'époque, je crois que c'est des anneaux de traction pour étirer la colonne vertébrale et pour essayer de libérer la moelle épinière. Donc, des fois, ça fonctionne. Ça peut pas décomprimer, mais ça peut libérer en tout cas et atténuer un petit peu le choc. Il m'a dit on le prépare, puis vous pourrez venir le voir après. Le médecin est venu nous chercher pour qu'on l'accompagne dans le Mont Tchar. Et il y avait, je sais pas trop combien de personnes autour de Bradley. Il devait y avoir au moins 4-5 personnes, hein, entre infirmières, médecins, tout ça. Donc je me suis engouffrée dans l'ascenseur et j'ai vu Bradley. On peut même pas expliquer en fait, c'est tellement difficile. Il était déjà plus ou moins intubé, il avait des tuyaux partout, il était complètement paralysé, il tremblait. Ils avaient dû lui mettre une dose de morphine pour pas qu'il souffre. Il était à moitié dans le coltard, il pleurait, enfin c'était affreux. Donc je lui tenais la main, je lui dis t'inquiète pas, on est là, on est là, on est là. Et
et c'était affreux parce qu'en plus, du coup, il y avait l'infirmière aussi. Et puis j'ai dit, est-ce que je peux l'embrasser? Parce qu'avec ce putain de Covid là qui nous cassait la tête. Donc voilà, elle m'a dit oui, oui. Donc je l'ai embrassé, tout ça. Et puis donc on a attendu que le médecin revienne. Et quand il est revenu, il nous dit, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir le voir. Il y a un cas de Covid dans le personnel soignant. Donc, ben, on est resté là enfin, complètement hébété, et puis voilà, sans pouvoir voir Bradley, quoi. Du coup, on a attendu. Et puis donc on est reparti parce que de toute façon on pouvait rien faire, on pouvait pas le voir. Qu'entre-temps j'avais prévenu mes parents. Ma mère, elle a hurlé dans le téléphone, c'était horrible. Sachant que ma mère avait perdu un petit garçon. Enfin moi, c'était mon petit frère quand j'étais toute petite. Qu'elle s'en est jamais remise. Et du coup, enfin, ça a été un choc, enfin énorme, quoi. Et on savait, en fait, on savait ce qui se passait parce qu'il était paralysé, Bradley. Donc voilà, fallait attendre et on savait pertinemment que les séquelles seraient là et qu'elle partirait jamais, en fait. Et du coup, le lendemain, donc le médecin nous a appelés et nous a dit que les anneaux n'avaient pas fonctionné et qu'il fallait l'opérer. Lui faire une arthrodèse. Donc l'arthrodèse, c'est une opération qui consiste à mettre une plaque entre deux vertèbres pour les souder, enfin pour les réunir. C'est-à-dire que si vous avez les vertèbres qui sont comme ça va les réunir dans ce sens-là, pour pouvoir libérer encore une fois la moelle épinière. Donc il avait une luxation, il avait une hernie discale aussi qui s'est vraiment enfin, qui s'est faite d'un coup, et qui était énorme. Et du coup, voilà, ça permettait de libérer, entre guillemets, la moelle épinière. Entre-temps, ben, je continue d'appeler les amis, la famille, tout ça. J'ai eu Jimmy, donc mon fils aîné, au téléphone. Bon, lui, il était déjà au courant, mais on a parlé longuement, il a pleuré. Il m'a dit, mais pourquoi ça lui est arrivé à lui? C'est à moi que ça aurait dû arriver. Parce qu'il faut savoir que Jimmy a été un enfant assez difficile. Et il dit, Bradley ne méritait pas ça, c'était à moi d'avoir ça. Et quand votre fils vous dit ça, c'est horrible parce que vous n'avez pas envie que ça arrive à vos enfants, même si Jimmy a été très difficile, on l'aime par-dessus tout. Et c'est horrible qu'il ait pu penser une chose pareille, en fait. Donc voilà, et le médecin nous a rappelé, ouais, l'opération a été quand même assez rapide, un petit peu, à peine une heure, enfin une heure et demie. Et il nous a dit que ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de... Oh, j'ai un cheveu dans l'œil. Ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de mauvaise surprise. Donc voilà, donc tout s'était bien passé. C'était le 13 septembre, le jour de l'anniversaire de mon père. Donc le lundi, j'ai appelé le boulot. Donc faut savoir que j'étais en intérim, hein, et j'ai appelé donc le boulot pour leur dire que je venais pas, que je viendrais peut-être le lendemain si je me sentais d'y aller. Mon mari s'est fait arrêter pour le travail. Mon mari est un homme qui est enfin qui n'exprime pas ses sentiments, donc ça a été très compliqué pour lui. Et il aime pas les hôpitaux du tout, donc il a pas été voir Bradley tout de suite, hein, tant qu'il a été intubé et tout ça. Enfin mon mari, c'est un truc qu'il supporte pas. Beaucoup d'hommes, hein, sont comme ça, malheureusement. Enfin malheureusement, enfin c'est comme ça, hein, on peut pas en vouloir aux gens. Après, du coup, j'ai eu les infirmières qui m'ont autorisé à rapporter quelques affaires à Bradley. Et puis, bah, du coup, les jours suivants, on a pu faire des visios avec Bradley, donc à l'aide des infirmières, et sachant que Bradley ne pouvait pas parler parce qu'il était intubé. Et puis il pouvait pas bouger. 15 septembre, je suis allée travailler, j'ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de speech. J'ai réuni tout le monde. J'avais pas envie que tout le monde vienne me voir, gna 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 gna, parce que bon, les ragots et tout ça, voilà. Et du coup, je suis rentrée dans le lard et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et puis je suis restée froide. En fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis les jours suivants, un coup j'allais au travail, un coup j'y allais pas parce que il y a des jours où j'étais pas en pleine forme mais presque. Et puis le lendemain, suivant les nouvelles que je recevais, suivant ce qu'on me disait et tout ça, du coup ça me foutait un coup au moral. Ou des fois, du coup, j'étais contente. Voilà, c'était suivant ce qui se passait. Donc quand je suis allée voir Bradley le mardi, donc pour amener quelques affaires, on m'avait autorisé à aller le voir. En arrivant, on m'a mis un masque, on m'a fait me laver les mains, on m'a mis un petit tablier en plastique, voilà, pour soi-disant protéger du Covid. Et puis je suis rentrée.
Et là, quand j'ai vu Bradley, c'était, je suis pas sûre d'avoir pleuré à ce moment-là, mais c'était horrible. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Je crois qu'il y a rien de pire quand ça touche votre gosse. C'est la chair de votre chair, c'est horrible. Donc un gros tube dans la gorge, des tuyaux partout parce que il est sous perf, il peut pas manger, donc voilà. Et ça m'inquiétait. J'essayais de toucher sa main était glacée comme la mort, c'était horrible. Bon, j'ai pu lui amener quelques affaires. Et puis bon, je lui ai dit à Bradley, hein, j'ai dit écoute, puis pour nous c'était inenvisageable qu'il reste dans un fauteuil toute sa vie. En fait, on pouvait pas imaginer. Pour nous, c'était pas possible. Pour nous, il y avait pas, il était jeune, il est toujours jeune, mais bon, à l'époque, on se disait, il est jeune, il est sportif, il fume pas, il boit pas. Il y avait, enfin, c'était inenvisageable pour nous qu'il reste en fauteuil. Voilà, pour nous, c'était pas possible. Quand j'ai vu Bradley, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, de toute façon, tu vas te battre, on va se battre, mais c'était surtout pour lui. Je lui ai dit, n'aie pas peur d'être en colère, de pleurer, d'échouer. Bats-toi pour toi, pas pour nous. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, ça. Fallait pas qu'il ait peur de baisser les bras et qu'il se batte, se dire oui, il faut que je montre à mes parents que je suis fort, que non. Nous, on était là pour le suivre, pour être derrière lui, pour le soutenir. S'il pétait un câble, eh ben, il pétait un câble. Et puis c'est tout. On était là, on pouvait comprendre, pas se mettre à sa place, bien sûr, parce qu'on peut pas du tout se mettre à la place d'une personne qui se retrouve comme ça. Moi, je lui ai dit, tu vas t'accrocher, on va s'accrocher, on va se battre ensemble. Ben, adviendra ce qu'il adviendra. Alors, les jours suivants, je pouvais pas voir Bradley. J'ai pas pu le voir tout de suite. J'ai appelé une fois, et puis j'avais dit, alors on faisait des visios, bien sûr, on faisait des visios dès qu'on pouvait, mais alors que je faisais une visio, je parlais avec lui, enfin, je lui parlais, et l'instant d'après, je m'effondrais parce que, je pouvais pas le voir, quoi, tout simplement. Moi, il fallait que je voie mon fils, il était tout seul, il pouvait pas parler, il pouvait pas bouger, il pouvait pas se nourrir, il pouvait rien faire. Il était seul dans sa chambre d'hôpital. Il avait besoin de moi, quoi. Il fallait qu'il me voie, quoi. Mais moi, il fallait que je le voie. Et donc j'ai appelé à chaque fois en disant, moi, il faut que je voie mon fils. Je lâcherai pas l'affaire, quoi. C'est hors de question qu'il reste tout seul sans que je le voie, quoi. Je dis même ne serait-ce qu'une heure, mais il faut que je le voie. Et puis ils ont fini par accepter. Et le médecin, il avait dit qu'une seule personne. Et c'était dans le couloir. En plus, il me dit qu'une seule personne à la fois. Et puis voilà, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Je dis oui, oui, j'ai bien compris, vous inquiétez pas, merci, merci, merci. 16 septembre, on m'a annoncé que, alors la veille, du coup, on m'a annoncé que Bradley irait dans son fauteuil, dans le premier fauteuil dans lequel il irait. Et je trouvais que ça faisait vachement tôt, quoi. Je me suis dit, une opération comme ça, il est paralysé, ils vont le mettre en fauteuil. Et en fait, non, non, c'est alors dans le temps, je pense qu'on faisait attention, même pour les hernies discales, par exemple. Pour les hernies discales, pardon, on fait pas la liaison. Pour les hernies discales, ma mère a été opérée d'une hernie discale il y a très très longtemps et on mettait les gens, on les laissait alité pendant un certain temps. Et ma mère, non. Elle a été opérée et ils l'ont fait lever, je crois, le lendemain ou le surlendemain, fallait qu'elle se lève. Pour les lumbagos, c'était pareil. Un simple lumbago, avant, on vous laissait coucher pendant 8 jours. Maintenant, le lumbago, faut que vous le leviez. Alors, je dis pas d'aller courir un marathon, mais il faut quand même s'activer en faisant attention, mais il faut s'activer. Donc, là, pour Bradley, c'était pareil. Ce qui fait que le lendemain, ils l'ont mis au fauteuil. Et du coup, il est resté 1 heure au fauteuil quand même. Donc, j'avais demandé à ce qu'il puisse m'envoyer des photos. J'ai reçu les photos quand j'étais au travail. Et puis je lui ai marqué You are the king of the fauteuil. Et c'était un petit truc entre nous. Voilà, j'étais tellement fière de lui et tellement contente de le voir. Mais pareil avec les tubes, il était en fauteuil, mais il était toujours intubé. Et donc c'était compliqué. Je vous laisserai la photo. C'était difficile, mais voilà, ça donne espoir. Enfin, on se dit ouais, c'est bon, quoi. Il est pas alité, il est dans le fauteuil et ça lui fait du bien. En fait, ça fait du bien au corps parce que un corps allongé tout le temps, c'est pas bon. Faut être vertical. On est fait pour être à la verticale. C'est bon pour les muscles, le sang, la circulation, les muscles, les os, pour tout, quoi, pour le transit, pour tout. C'est bon pour tout d'être à la verticale.
Donc j'étais très contente. Bradley est resté intubé quand même quelques jours et moi ça m'inquiétait. Alors faut savoir que bon là je vous passe les périodes où des fois le matin je me levais et je me disais c'est un cauchemar, c'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Non, malheureusement vous vous réveillez et vous dites ben non, c'est la réalité, votre fils restera paralysé jusqu'à la fin de ses jours. Donc ben voilà, il y a des nuits où je me réveillais, je pleurais, je tirais mon mari dans mes bras. Et puis ben entre-temps, je continuais d'informer la famille, les amis et tout ça, donc c'était compliqué. Je passais des heures au téléphone à essayer de leur expliquer que c'est pareil avec notre enfin le peu de savoir qu'on a. Et encore, moi je me renseigne souvent, moi tout ce qui est médical, j'aime bien me renseigner, j'aime bien les émissions médicales et tout ça, j'ai toujours été attirée par ça. Et du coup je me renseigne, j'essaie de voir un petit peu, mais on a quand même nos certitudes et malgré tout, malheureusement des fois les certitudes ben c'est pas les bonnes. Voilà. Donc donc moi j'imaginais que comme elle était juste comprimée, sa moelle, je me suis dit bah, c'est bon, il va remarcher quoi, il y a pas de raison qu'il remarchait pas. Si une moelle épinière est sectionnée, là c'est foutu, on peut rien faire. Enfin en tout cas à l'heure actuelle, on ne peut absolument rien faire. Peut-être que dans le futur, on arrivera à réparer, mais là actuellement, on peut pas réparer ça. Donc la moelle épinière, je me suis dit, c'est comme si vous preniez un tuyau d'arrosage, vous serrez, et puis dès que vous serrez, vous desserrez, ben, l'eau elle repasse. Et la moelle épinière, c'est ce qui conduit les messages entre le cerveau, enfin entre la moelle épinière et le cerveau. Et donc c'est des petites décharges électriques, et la moelle épinière informe le cerveau ben, que vous avez mal, que vous avez faim, que vous avez enfin tout ce qui se passe dans le corps. Donc je me suis dit bon, si elle est comprimée, elle va se décomprimer et puis ben tout ira bien quoi. Bon à la limite il peut avoir quelques séquelles, mais voilà tout ira bien. Ben non, malheureusement ça se passe pas comme ça. Une fois qu'elle a été comprimée, ben elle a été comprimée et ça ne revient pas, ça peut se résorber un petit peu. C'est ce qui s'est passé, ça s'est un petit peu résorbé. Enfin c'est l'hématome qui se résorbe un petit peu, mais la compression elle est là et ça ne se remet pas en fait. Je vous passe les moments où les moments de désespoir, de pleurs, de crise, les moments de joie aussi. Le 18 septembre, je n'avais pas encore revu Bradley, hein. Donc il a eu son accident le 12 et le 18 septembre, je n'avais pas revu Bradley avec ce putain de Covid là. C'était à cause de ça en fait, hein. C'était pas pour autre chose, hein. C'était uniquement parce que c'était le Covid, hein. Moi, c'était pas possible en fait. Pour en revenir, donc comme Bradley était intubé, moi ça m'inquiétait et on me disait que il avait du mal à respirer par lui-même, donc fallait le sevrer de l'intubation. Et il faisait des tests respiratoires, mais il n'arrivait pas en fait, il n'arrivait pas à respirer par lui-même. Donc ça pouvait être quelques minutes et tout, mais après ça n'allait pas. L'infirmière m'avait expliqué qu'il y avait certainement du stress et qu'il avait peur peut-être de s'étouffer, je sais pas moi ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Du coup ils l'ont piégé, ils l'ont pas prévenu, ils ont coupé le respirateur. Et il a réussi à respirer par lui-même. Donc du coup après ils l'ont désintubé, mais ça s'est fait un petit peu plus tard. Et on m'avait dit que alors en plus il avait une infection pulmonaire. Ce qui arrive souvent chez les personnes qui sont intubées. Il avait de la fièvre, enfin c'était très compliqué. Il avait de la fièvre et puis le lendemain il en avait plus, puis ça remontait, ça reprenait et tout. Donc il avait des nuits agitées, il avait des nuits complètement, enfin c'était complètement décalé. Il dormait le jour et il était éveillé la nuit. Donc la nuit quand vous êtes éveillé, vous êtes angoissé, vous êtes pas bien, puis surtout dans son état quoi. Enfin c'était voilà, il fait noir, c'est pas possible quoi. Et puis même à l'hôpital, la nuit, c'est plus calme, il n'y a pas de passage, c'est court. On m'a expliqué qu'il aurait une trachéo. Donc quand on m'a dit trachéotomie, j'ai fait oh putain, c'est pas possible, non, pas ça, pas ça. Donc moi j'imaginais encore notre imaginaire en fait, et on sait que la médecine fait des progrès tous les jours. Et moi, dans mon imaginaire, j'imaginais le tuyau, puis comme ça, en mode robot, quoi. Enfin, c'est horrible, quoi. Bon, après, on s'y fait, et s'il n'y avait pas eu le choix, voilà, ça aurait été comme ça. Mais vous n'avez pas envie que ça arrive à votre enfant, quoi. Enfin, vous n'avez pas envie, et puis c'est encore une opération lourde, voilà, quoi. Je m'étais renseignée encore une fois sur Internet, donc je prends les bons renseignements, je vais pas voir à tort et à travers, je fais pas n'importe quoi, je vais voir plusieurs trucs, je me renseigne
correctement. Et l'infirmière m'avait dit, reposez-vous. Elle m'a dit, n'allez pas voir sur Internet. Je me suis effondrée au téléphone quand elle m'a dit reposez-vous. Je m'étais effondrée. Je dis, mais je peux pas rester comme ça. Il faut que je sache en fait. Je veux savoir. C'est hors de question que je reste comme ça sans savoir. Donc il y a des gens malheureusement qui vont dire oui, les médecins ils ne disent rien. Souvent les médecins déjà ne s'avancent pas. Enfin, ne s'avancent plus. Avant, ils avaient plus tendance à parler. Maintenant, ils évitent quand même d'avancer des choses. Déjà pour pas décevoir, et puis ou pour pas justement donner trop d'espoir et qu'on soit déçu après. Puis il y a des gens qui posent des questions, mais qui sont pas prêts à recevoir la réponse. Donc si par exemple, j'avais demandé est-ce que Bradley il va remarcher, et puis qu'on me dise non. Si vous voulez pas entendre la réponse non, posez pas la question, d'accord? Moi, je voulais savoir. Je préférais qu'on me dise, bah non, Bradley, il remarchera jamais, il va avoir une trachéo à vie, il va, voilà. Je préfère qu'on me le dise, ça fait un choc, ça fout un choc, mais j'encaisse, je sais ce qui va se passer, voilà. C'est comme si on vous arrache une dent, je préfère qu'on me dise, on va vous faire mal, au moins je me prépare à avoir mal, plutôt qu'on me l'arrache sans rien me dire. Voilà, c'est la comparaison, elle est peut-être pas ouf, mais c'est exactement ça. Pour la trachéo, elle me dit, mais la trachéo peut être provisoire, donc ça, je ne savais pas. Je savais pas qu'une trachéo pouvait être provisoire. Elle m'avait dit c'est pas sûr à 100%, mais ça peut être le cas. Les jours suivants, fièvre, pas fièvre, bien dormi, mal dormi, des coups de mou, nani nana. Donc je vous passe les détails, c'était un peu récurrent. Donc le 19 septembre, donc l'anniversaire de mon mari que j'ai complètement oublié, il fêtait ses 50 ans et je l'ai complètement zappé. Je pensais qu'à Bradley, en fait, je n'avais que ça en tête. La seule chose que je pensais, c'était sortir du boulot à 16h30 et partir à l'hôpital directement. Je peux vous dire que je faisais pas une minute de plus au boulot. Hein. J'avais pu le voir et quand je suis arrivée ce jour-là, il était dans le fauteuil, il était en train de dormir. Bradley, il était comme ça dans le fauteuil devant un reportage animalier et dans ce reportage, on voyait le guépard. Le guépard, c'est l'animal le plus rapide du monde. Et pour vous dire, enfin, vous vous dites, mais il y a des signes, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il se réveille et puis ben je lui caresse les mains, je lui caresse les cheveux, je l'embrasse, je lui dis que tout le monde lui fait des bisous, lui souhaite bon courage. De toute façon, dans ces cas-là, on peut pas dire grand-chose de plus. Au début, tout le monde on va pas le lâcher, ses copains pareil. Puis ben petit à petit, ben les gens vous délaissent. Alors c'est humain hein, quelque part. Enfin je sais pas comment dire, hein, tant que ça vous arrive pas, on peut pas vraiment en vouloir aux gens. Mais au début, ouais, tout le monde, ouais, là, ouais, on vous lâchera pas, on va aller le voir. Petit à petit, bah, il y avait plus personne, quoi. On s'est retrouvés quand même assez seuls. Bon, moi, j'ai ma meilleure amie qui est la marraine de cœur de Bradley, d'autres amis qui sont dans le sud. Voilà, pareil, c'est pour nous, c'est notre famille. Eux, ils ont toujours été derrière nous, ils nous appelaient régulièrement. Mes parents, bien sûr, à l'époque. Bradley, ben, certains de ses amis, c'était pas des amis du coup, parce que les amis ne vous lâchent pas. Gardez quand même 2 amis, et puis les autres, il y avait plus personne. Donc il est toujours sous antibio parce qu'il a son infection pulmonaire qui est assez récurrente, qui est toujours. Et puis quand même les médecins sont là, ils cherchent quand même. Alors ils se doutent que c'est à cause de ça, mais ils cherchent l'antibio le plus efficace. Donc c'est un petit peu long. Ce qu'ils veulent, c'est le désintuber le plus rapidement possible pour qu'il puisse se nourrir, puis qu'il commence sa kiné, parce qu'il commence la kiné le plus rapidement possible. Hein. De toute façon, c'est obligé, parce que quand vous êtes alité, que vous pouvez pas bouger, vous fondez déjà, vous perdez tous les muscles, vous perdez tout en quelques jours. Autant c'est difficile de se muscler, de prendre, de se remettre en forme. Autant c'est très rapide. Enfin, quand vous avez un accident, une blessure, c'est extrêmement rapide. Par contre, la guérison est très très lente pour tout. En attendant, je le massais. Je me disais, je massais ses jambes, quitte à m'en brûler les mains. Je l'aurais fait toute la journée s'il avait fallu à m'épuiser, mais il fallait que, voilà, fallait que je le touche, que je le masse, que je bouge ses bras. Je prenais son bras, qui était un poids mort, hein. C'était un poids mort, Bradley, hein, de toute façon, hein. Même actuellement, malheureusement. Je levais son bras, comme ça, je lui faisais faire des exercices. Et même les médecins, les infirmières me disaient, c'est très bien, hein, continuez, il faut faire ça. Je bougeais ses pieds, enfin, j'essayais de bouger ses pieds et tout. Voilà, enfin tout ce que je pouvais faire, je faisais tous les jours. Donc des fois j'arrivais, il était en pleine forme. Le lendemain, il avait le moral un peu dans les chaussettes, ou il était fatigué, à cause de l'infection, à cause des antibiotiques. Donc il commençait quand même à bouger le bras droit. Alors il faut savoir le côté gauche qui a été le plus impacté.
Donc il est tétraplégique. Donc tétraplégique, c'est les 4 membres. Donc il y a hémiplégique, c'est un seul côté qui est touché, donc le côté gauche ou le côté droit. Il y a tétraplégie, les 4 membres, et il y a les paraplégiques où c'est les membres inférieurs, donc les jambes qui sont touchées. Donc Bradley, c'est les 4 membres. Donc il est tétraplégique incomplet parce qu'il arrive à bouger un petit peu, même pas mal. On va dire qu'il bouge quand même pas mal. On n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Là, son bras droit commençait à bouger de façon un peu plus régulière. Il arrivait à reprendre un petit peu du mouvement au niveau de sa main droite, enfin de son bras droit, sachant qu'il est droitier. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Puis il restait de plus en plus longtemps au fauteuil. Donc là, il faisait 3-4 heures de fauteuil par jour. Donc c'était plutôt pas mal. Le 20 septembre, quand je suis allée le voir, je lui ai dit, est-ce que t'es déter? Il m'a dit, enfin il m'a fait signe qu'il était déter. Je dis, ben moi aussi je suis déter. Il n'y a pas de raison, on va pas lâcher. On lâchera rien et on va se battre. Parce que nous aussi, il fallait qu'on se batte. C'est ça en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est que les personnes soient malades, qui se retrouvent handicapés à cause d'une maladie, soit à cause d'un accident, du coup, il faut qu'ils se battent, qu'ils luttent contre la maladie ou l'accident, enfin pour se remettre le plus rapidement possible sur les rails, enfin sur les rails pour essayer de vivre le plus normalement possible. Mais la famille autour, faut qu'on s'adapte aussi, faut qu'on se batte parce que là Bradley, il n'était plus du tout le même, donc il fallait que qu'on s'adapte aussi à son handicap et tout ça. Donc on n'avait pas le choix, il fallait qu'on se batte nous-mêmes aussi dans notre fort intérieur, avec nos certitudes, avec nos déceptions. Fallait qu'on s'accroche aussi, quoi, et puis de le voir comme ça. Donc alors nous, on n'a pas de tabou dans la famille, on n'a pas du tout de tabou. Donc je vais peut-être dire des choses qui vont choquer, encore une fois, mais nous c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Quand mes fils étaient petits, on se baladait à poil dans la maison, ça n'a jamais choqué personne. Il n'y avait pas de trucs un peu bizarres ou biscornus ou quoi. Ils prenaient leur douche, ils se baladaient à poil, voilà. Mais ça a toujours été quand même dans le respect. Il y avait toujours l'intimité. Moi, mes fils, quand ils étaient dans leur chambre, je tapais à la porte, voilà, je laissais un instant, puis je rentrais ou j'attendais qu'ils me disent de rentrer. Je suis jamais rentrée comme ça, voilà, pour surprendre mes enfants ou dire des choses un peu bizarres, voilà. Mais on était, voilà, c'était naturel pour nous. Il n'y a jamais eu de problème. Et on a toujours parlé de tout. On parlait de sexualité, on parlait des choses de la vie. Moi, j'ai toujours essayé de conseiller mes fils le mieux possible pour leur relation avec les femmes ou même avec les gars, parce que bon, quand ils sont petits, on ne sait pas s'ils vont être gays ou hétéros. On peut pas le savoir ça à l'avance. Donc, on n'a jamais eu de tabou là-dessus. On a toujours parlé de tout. Et ça nous a aidés. Ça nous a aidés parce que il y a eu des situations où si vous avez des tabous que vous n'avez jamais vu votre enfant tout nu, ou sauf quand il était tout petit, ou il y a des trucs un petit peu bizarres, nous, il y a eu des situations où c'était un peu bizarre, un peu compliqué. Et on est obligé d'en parler ou de se dire tiens et j'en avais parlé avec mon beau-frère à l'époque et j'avais dit bah oui Bradley, il y a des fois s'il faut le changer ou des trucs comme ça, moi c'est mon fils en fait. Pourtant il était adulte Bradley. Quand ça lui est arrivé, il était adulte déjà et j'ai dit mais si je dois m'occuper de lui, je fais comment? S'il est tout nu, je vais faire ah non, il est tout nu, non, non, c'est mon fils, il faut que je m'en occupe en fait. Parce qu'il était presque, alors pas en état végétatif heureusement, mais c'est mon fils, donc il faut que je fasse ce qu'il y a à faire. Handicap, alors la tétraplégie, la paraplégie aussi, je crois que ça le fait. Donc la moelle épinière ne contrôle plus rien. Donc il y a des choses qui ne se contrôlent pas, comme l'érection par exemple. Donc un homme, il a des érections. Il y a des érections incontrôlées. Donc des fois Bradley, il fallait que je l'habille et puis il avait une érection au moment où je l'habillais, mais c'était incontrôlé. Donc on fait comment dans ces cas-là? Et voilà. Donc alors soit vous prenez quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un un personnel médical, une infirmière ou voilà, soit vous le faites vous-même et vous assumez. Et moi ça a été mon cas. Moi je voulais pas que quelqu'un vienne. Alors j'ai essayé. En fait je me suis dit on verra bien. Si je peux m'en occuper, je m'en occupe.
Enfin, si on peut, parce que son père était là aussi. Mon mari et moi, on s'en est occupés. Si c'était pas possible, on le faisait pas. Mais on a essayé. Au début, on s'est dit, c'est hors de question que quelqu'un vienne à la maison pour s'occuper de Bradley. C'est nous. On parle de ça plus tard, hein, parce qu'il n'était pas rentré encore. Hein. Bon, pour vous expliquer que nous, on n'avait pas de tabou et que c'est grâce à ça qu'on s'en est sorti. En fait, on a toujours beaucoup parlé. Et je lui avais dit à Bradley, je dis, si tu as des doutes, si ça va pas, tu m'en parles et on essaie de régler le problème. On nous avait proposé de voir un psychologue à Bradley. On nous a proposé à nous-mêmes aussi de voir un psychologue et on a toujours refusé. Puis on s'en est sorti comme ça. Après le choc de l'accident, le fait de savoir que Bradley est handicapé, bon, ça va. Enfin, quand je lui parle en visio, tout va bien, il y a pas de souci. Mais quand on en parle, et je pense que ça le fera jusqu'à la fin de nos jours, ça reste ancré. En fait, c'est en nous. On avait un fils valide, vaillant, musclé, sportif, jeune, enfin en pleine forme, quoi. Et puis, ben, il a eu un accident et il est handicapé. Il sera handicapé jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ben, quand ça vous arrive, ouais, c'est compliqué, quoi, parce que ben, vous faites le deuil de votre enfant valide, tout simplement. C'est un deuil quelque part. Donc, je peux pas comparer avec un vrai deuil, hein, avec la perte d'un enfant, mais je sais ce que c'est par procuration, parce que ma mère, elle l'a vécu et j'ai vécu ça toute ma vie aussi, parce que je sais qu'elle m'en parlait régulièrement de mon petit frère. Mais du coup, je l'ai vécu par procuration, donc je sais un petit peu ce que c'est malheureusement. On ne s'en remet pas. On peut pas s'en remettre d'une chose pareille. Vous pouvez voir tous les psys de la terre, vous en remettez pas. Vous allez vivre avec. Voilà, c'est juste, vous allez apprendre à vivre avec. Et moi, c'est ce qui s'est passé. On vit avec, c'est tout. Voilà. Ça va bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais des fois, quand je le raconte, il y a tout qui remonte. Ça remonte et c'est normal, c'est normal. Surtout pour ça aussi que je voulais faire la vidéo alors, je dis pas que j'ai la science infuse et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais nous, ça a été notre cas. On a fait comme ça et ça a fonctionné. On a beaucoup parlé. Mon mari a été obligé de voir un psy militaire. Il l'a vu une fois. Il a dit bon, bah j'y retourne pas, c'est mort. Je l'ai vu une fois, j'y retournerai pas. Mon mari, ça va très bien aussi. Voilà, on en a parlé. J'ai essayé de lui expliquer parce que lui, pour le coup, les trucs médicaux, il comprend rien, donc c'est pas de sa faute, mais lui, il comprend rien. Donc j'ai expliqué plus ou moins, comme c'est moi qui allais voir Bradley tout le temps, j'ai expliqué plus ou moins ce qui se passait, tout ça. Bon, des fois, je lui disais bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Le lendemain, je lui disais ouais, super, j'ai une bonne nouvelle et tout, et voilà. Donc au fil du temps, bah, ça s'est installé, ça s'est fait. Alors le 21 septembre, figurez-vous que j'arrive à l'hôpital. Il fallait montrer patte blanche à cause du Covid, donc il y avait 2 personnes à l'accueil. Ils filtraient en fait si c'était pour un rendez-vous, si c'était pour une visite. Moi, j'avais eu l'accord du médecin au service de réanimation. Donc moi, j'arrive tranquille, quoi, enfin comme tous les jours, et je suis reçue par une fille pas très sympathique. Je dis que je viens voir Bradley, donc au service URTC. Je vous le mettrai en bandeau s'il faut. Elle me dit non, non. J'ai dit mais écoutez, je dis moi j'ai reçu l'autorisation. Ça a balisé. Je me dis putain, je vais pas voir Bradley. Donc je crois qu'elle a téléphoné et tout, et on est venu me chercher. J'ai perdu plusieurs minutes que j'aurais pu passer avec Bradley. Du coup, j'étais un petit peu en colère. Donc j'arrive quand même pour voir Bradley. Je suis accueillie par un jeune homme pareil, antipathique, mais alors lui vraiment comme une porte de prison, hein, franchement, mais froid, à peine bonjour. Donc je vais voir Bradley, il était quand même déjà assez fatigué, tout ça. Et la machine qui n'arrêtait pas de sonner. Toutes les 2 minutes, ça sonnait. Donc vous avez l'espèce de bloc comme ça avec toutes les seringues, donc les trucs pour les perfusions, les machins. Il y a je sais pas trop combien de produits dedans, les antalgiques. Ça peut sonner quand la seringue est vide, donc ils viennent la remplir. Toutes les seringues étaient pleines ou à moitié pleines, mais en tout cas voilà. Et ça, toutes les 2 minutes, alors il y a quelqu'un qui venait, il regardait, il bidouillait les trucs, bah non, tout va bien. Et puis comme je touchais la main de Bradley, il disait bon, bah c'est peut-être parce que vous le touchez, ça bouge l'aiguille, ça peut perturber. Donc du coup, j'arrête de caresser Bradley. Et puis ça ressonne, et puis ça ressonne. Et le fameux jeune homme qui arrive, donc je me mets dans le sas. Donc il y a une première porte, ça fait un sas entre le couloir et la chambre.
Donc le gars, il passe comme un courant d'air glacial, sans rien me dire. Il va voir, alors lui, il n'était pas censé s'occuper de Bradley normalement. Il touche et tout, puis il dit à l'infirmière, il dit: «Est-ce que vous avez regardé la seringue?» «Oui, oui, bah, j'ai regardé. Vous avez regardé, c'est bouché, je sais pas quoi», enfin bref. Et puis il dit: «Bon, je crois que j'ai trouvé le problème», et apparemment, oui, il y avait, je crois, un truc qui était vraiment bouché au niveau de sa perf. Ça a été résolu en quelques minutes qui m'ont paru des heures, mais en quelques minutes. Donc, ben un peu concon, mais efficace quoi. Et c'est ce qu'on demande en fait aux médecins, c'est ce qu'on demande aux infirmières. On ne demande pas à ce qu'ils soient nos amis. Ils sont pas là pour. C'est vrai que sur le moment, vous dites, c'est bon quoi. Bientôt il me marche sur les pieds, mais même pas il me dit bonjour, mais on s'en fout en fait de ça. Alors c'est facile à dire. C'est vrai que sur le moment, on se dit, ben quand même, il pourrait être un peu plus sympa. Mais qu'est-ce qu'on demande à un médecin, à un infirmier, c'est qu'il fasse son boulot correctement. Et là, ça a été le cas en fait. Donc, bah oui, il était froid, mais il a été efficace et il s'est bien occupé de Bradley, alors que c'était même pas lui normalement de s'en occuper. J'avais perdu plusieurs minutes quand même. Le 22 septembre, ben, le contre-coup de la veille, j'étais pas bien, j'étais patraque, j'ai déjeuné, j'ai dégueulé, donc j'étais vraiment pas bien du tout, j'étais complètement déprimée et tout. Et du coup, j'ai appelé le boulot et j'y suis pas allée parce que ça allait pas du tout. J'étais vraiment pas bien. Je suis restée devant la télé toute la journée. J'étais sous la couette. Franchement, j'étais pas bien du tout. Du coup, après, bah, je suis allée voir Bradley. Donc, il était resté 5 heures au fauteuil. J'avais rencontré aussi l'infirmière qui s'occupait de lui vraiment plus personnellement, qui était adorable. Franchement, cette fille, c'était un amour. Enfin, globalement, franchement, que ça soit les infirmières ou les aides-soignantes. Franchement, c'était des amours, quoi. Enfin, les médecins, c'est pareil. Il y avait rien à dire. Hein. En plus, dans le service où il était, service réanimation, la chance qu'il avait, c'est qu'il y a moins de malades, entre guillemets, moins de patients. Et du coup, les infirmières, les aides-soignants ont plus de temps à consacrer aux patients, justement, contrairement à d'autres services où c'est l'usine. Et le problème maintenant, c'est que le personnel soignant, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. L'État ne fait rien pour les aider. Pendant le Covid, c'était on applaudit aux fenêtres, ouais, oh là là, les infirmières et tout, bravo pour tout ce que vous faites. Sauf que aujourd'hui, les infirmières, on fait quoi? On les applaudit plus, on les a complètement oubliées. Et on leur demande toujours plus. Il y a beaucoup d'administration à faire, enfin beaucoup de papiers à remplir, et l'humain n'est plus là. En fait, les personnels soignants donnent beaucoup de leur personne. Ils font ce métier pour donner de leur personne. En fait, ils font ça parce qu'ils aiment l'humain. Sauf que, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ont plus le choix. Il faut qu'ils remplissent des papiers, qu'ils rendent des comptes. C'est 10 minutes par patient et encore. Donc là, à ce moment-là, dans le service, on avait cette chance, c'est qu'ils avaient un peu plus de temps à consacrer aux patients. Et du coup, Bradley avait tissé un lien quand même assez fort avec cette infirmière. Et elle s'occupait bien de lui, elle le massait, elle lui faisait des papouilles dans les cheveux quand on s'occupait de changer le tube au niveau de la gorge parce que c'est très douloureux, très invasif. Et du coup, elle lui massait la tête pour essayer de le détendre et tout ça. Et on avait rigolé à un moment, je lui dis: «Comment ça, vous faites des papouilles à mon fils?» C'est quoi ça? Vous m'avez demandé la permission de faire des papouilles à mon fils? Voilà, elle m'avait expliqué que c'était pour vraiment pour le détendre, pour lui faire du bien. Et du coup, ce jour-là, Bradley avait pu écrire avec son bras droit, donc il avait pu écrire sur une petite ardoise. On lui avait donné une petite ardoise, vous savez, comme à l'école, avec des feutres, les feutres qui s'effacent là. Et il avait écrit «Bonne annif, papa». Il avait réussi. Je crois que j'ai toujours la photo. Je vous la mettrai. Et du coup, c'était cool parce qu'on se disait, oh, putain, il peut écrire, génial. Tout ce qui était bon à prendre, on le prenait. C'était positif quand on se disait, c'était énorme pour nous. On se disait, il peut écrire. Il arrivait à taper sur l'ordinateur, donc c'était énorme pour nous. Il pouvait pas parler, mais au moins il pouvait écrire déjà, donc ça c'était génial. À un moment, je crois que c'est le lendemain, j'avais également rencontré une infirmière qui m'avait expliqué que Bradley avait été pris en charge très rapidement et que c'est pour ça aussi qu'il se remettait quand même assez rapidement.
Donc ça, on m'apprend rien, hein. Plus vite on est pris en charge, c'est comme les personnes qui font des AVC, plus vite c'est pris en charge, mieux c'est. Ça, elle m'avait rien appris, mais bon, c'est réconfortant. Les pompiers étaient venus tout de suite, mais il n'y avait pas le médecin qui l'ont appelé un petit peu après. La caserne était juste à côté. Du coup, il est toujours sous antibio, hein. Ils veulent accélérer quand même le sevrage, mais le sevrage, c'est-à-dire enlever le tube, mais pour l'instant ils peuvent pas. Donc la trachéo est remise, enfin l'opération est repoussée à chaque fois. Et donc on m'explique et tout ça, et ils attendent vraiment que l'infection passe, tout simplement. Quand on est perfusé, on a quand même faim. Alors on vous nourrit avec du sucre, des vitamines, des trucs comme ça. Je sais pas exactement ce qu'il y a, enfin des protéines, ce qu'il y a dans les perfusions, mais globalement c'est de l'eau, du sucre, des trucs comme ça, un peu de sels minéraux, voilà, pour nourrir, pour continuer de nourrir le corps. Mais votre estomac lui réclame à manger. Il a pas à manger en fait. Donc je crois, il avait une sonde gastrique aussi qui passe par le nez. Donc je vous dis, il était intubé. Du coup, il avait faim et il regardait un dîner presque parfait. Je lui dis, mais t'es malade, t'es maso ou quoi? Tu t'as faim et puis tu regardes des trucs où il y a de la bouffe et tout ça. Il avait soif aussi, le pauvre, il pouvait pas boire. Donc franchement, ça fait mal au cœur. Et moi, quand des fois j'avais la dalle, je fermais ma bouche parce que je disais, je suis qui moi pour lui dire j'ai faim. Et puis bon, l'instant d'après, je vais me taper un bon plat de pâtes, quoi. Donc c'était assez violent quand même. Le 24 septembre, donc je suis allée voir Bradley comme tous les jours. je partais du travail en courant. Je me dépêchais d'aller à l'hôpital, hein, qui n'était pas très très loin. Ce jour-là, on a fait une visio avec Scott. Et donc là, Bradley commençait à respirer sans le respirateur, donc il était toujours intubé, mais il pouvait respirer par lui-même. Et il m'avait confié aussi que ça lui faisait du bien que je vienne le voir, mais bon, de toute façon, c'était normal, hein. Enfin, il y avait pas de, enfin, c'était hors de question que j'aille pas le voir, quoi. Et par contre, un jour, j'ai pas pu aller le voir parce que c'était ses frères, donc à tour de rôle, ils y sont allés. Je crois que c'était Jimmy un jour et puis Scott le lendemain. Donc Jimmy, il voulait absolument le voir. Il dit même s'il y a des tubes partout, mais il voulait se rendre compte en fait en vrai même si c'était un choc, mais il fallait absolument qu'il voie son frère. C'est pareil. Entre temps, on voyait mon petit-fils, le petit Chabichou, donc ça nous faisait du bien. C'était trop mignon et tout ça. Donc voilà, on s'occupait de lui. On demandait à Jimmy à chaque fois de le prendre pour ça nous occupait l'esprit, ça nous faisait du bien. On avait Mamus. À l'époque, c'est là qu'on a vraiment commencé à le prendre et tout ça. Avec nous, ça nous réconfortait, quoi. On avait, voilà, on essayait de s'occuper l'esprit. On allait sur les brocantes, on bougeait le plus possible pour s'occuper l'esprit, en fait. Et dès qu'on pouvait aller voir Bradley, on allait voir Bradley. Donc le 25 septembre, j'ai appris qu'il avait pu respirer toute la nuit. En fait, il arrivait à respirer, vraiment par lui-même. Et je devais voir le médecin. Du coup, le médecin, donc on avait discuté tout ça, et puis moi j'ai dit, de toute façon Bradley c'est bon, il va remarcher. Il m'a dit, c'est là que j'ai appris vraiment que Bradley ne remarcherait probablement jamais. Il m'a dit, c'est possible, mais il y a très peu de chance, mais c'est possible. On peut pas savoir, en fait. On peut pas parler de miracle, mais vous prenez par exemple 10 personnes qui sont tétraplégiques, qui ont eu un accident similaire. Il y a autant de tétraplégiques qu'il y a de monde sur la Terre, quasiment. Il y a deux tétraplégiques qui sont assez connus sur les réseaux. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a Roro le Costaud et Martin Petit, donc c'est El Martino. Donc qui ont eu des accidents, alors pas des accidents comme Bradley, mais qui ont été touchés à peu près au même endroit. Donc ils sont tétraplégiques comme Bradley, mais ils n'ont pas forcément les mêmes séquelles. Globalement, oui, mais individuellement, les séquelles ne sont pas forcément toutes les mêmes. On prend Grand Corps Malade, vous connaissez Grand Corps Malade, certainement. Grand Corps Malade est tétraplégique, il a été touché, pareil, je crois, je sais pas si c'est C4, C5, ou enfin à peu près au même endroit, et lui remarche entre guillemets avec une canne, mais il remarche. Donc voilà, on peut pas, les médecins ne se prononcent jamais sur ce genre de situation parce que eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est une évolution qui se fait très rapidement au début, dans les premiers mois. L'évolution se fait la guérison est très rapide. Il y a des progrès très rapides qui se font. Donc les membres qui commencent un peu à rebouger. Vas-y. Réaliser sans trucage.
sensations qui reviennent, voilà, plein de petites choses comme ça qui reviennent et qui sont, c'est fulgurant en fait, hein. Chaque jour, on voit des progrès qui s'installent et petit à petit, ça ralentit. Donc, on estime que dans les 2 ans, en fait, à peu près dans les 2 ans, à la fin des 2 ans, la situation de la personne restera à vie. C'est-à-dire que si par exemple au bout de 2 ans la personne ne remarche pas, c'est qu'elle ne remarchera pas. Si la personne ne reparle pas, il y a peu de chances qu'elle reparle, même avec de l'orthophonie. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont comme ça, qui vont rester à vie, quoi, tout simplement. Mais en attendant, on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 2 ans. On peut toujours espérer se dire bon bah il va remarcher. Et une chose aussi très importante, c'est que c'est pareil dans la vision des gens et dans notre vision. Pour nous, c'était la marche. Fallait qu'il remarche. Sauf que la marche, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un humain. C'est important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus difficile, c'est quoi? C'est l'autonomie, pouvoir écrire, pouvoir parler, pouvoir manger, pouvoir faire ses besoins. Donc se faire à manger pour pouvoir se nourrir, pouvoir faire sa toilette, les rapports sexuels, tout ça, c'est la vie d'un humain. Voilà, et j'en oublie certainement. Mais la marche, en soi, c'est rien. Vous êtes en fauteuil, oui, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais c'est ce qu'on s'imagine. On se dit, mais il marchera plus. Mais on oublie tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qui va venir après. D'accord, c'est ce qu'on s'imagine pas tout ça. On a nos certitudes, voilà, quand on voit une personne handicapée, on se dit ouais, elle peut pas marcher, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Donc le 26 septembre, toujours, à un moment, Bradley il me dit oui, j'ai des sensations un petit peu bizarres, donc ils font des piqûres d'anticoagulants puisqu'il ne bouge quasiment pas. Parce que même quand il est au fauteuil, il bouge pas, donc ils prennent un lève-personne, ils le sortent du lit pour le mettre sur le fauteuil, mais il ne bouge pas. À part un petit peu le bras, mais voilà, c'est tout. Donc, ils font des piqûres d'anticoagulants. Il me dit, ça me fait des sensations bizarres dans la cuisse. Donc, je lui dis, bah, si ça fait des sensations, c'est que c'est positif, en fait. Quand, voilà, on prend certaines personnes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques, vous prenez un couteau, vous coupez, il sent absolument rien. Donc, il y a des nerfs, alors, encore une fois, je suis pas médecin, hein, voilà, je veux pas dire de bêtises, mais grosso modo, vous avez vraiment les sensations de douleur et vous avez certaines sensations aussi. Par exemple, vous allez prendre de l'eau, vous allez faire couler sur le bras. Vous allez sentir l'eau qui coule. Vous allez sentir si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide. Donc globalement, Bradley, lui, va sentir... alors c'est bizarre parce qu'on dirait que le corps humain, enfin même la nature est bien faite, c'est que le corps compense certainement d'un côté comme de l'autre. Le cerveau peut-être va s'adapter. Donc il a certaines sensations sur une partie du corps qu'il n'a pas sur l'autre et vice-versa. Donc ça compense en fait certaines choses. Donc il peut sentir par exemple l'eau qui coule, mais il va pas sentir la température. Et vice-versa sur l'autre bras par exemple. Donc actuellement, je sais pas trop où ça en est, mais globalement c'est ça. Donc il va sentir que l'eau coule sur son bras, mais il va pas sentir la chaleur ou le froid. Donc il y a des petits trucs comme ça. Et Bradley des fois me disait ça me fait mal. Je dis bah c'est bon signe. Si tu as mal, c'est très bon signe. Il vaut mieux que tu aies mal. Au moins ça t'alerte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais au moins ça t'alerte qu'il y a quelque chose. Donc c'est très bien que tu ressentes la douleur. Alors vu comme ça, c'est vrai, on est déjà le pauvre, il est handicapé, et si en plus il a des douleurs et tout ça, mais au moins c'est bien. Pour moi c'était bien et je lui ai fait comprendre que c'était très bien qu'il ait des douleurs. Donc pareil, à un moment j'ai voulu le masser, lui frotter les jambes et c'était pas très agréable, donc j'ai arrêté. J'ai dit tant pis, bon je l'écoute quand même un petit peu. Des fois je forçais un peu, mais voilà, des fois je l'écoutais aussi. Je voulais pas trop l'embêter. Là, quand je sentais que bon, on pouvait pousser un peu, tirer un peu sur la corde, j'y allais. Mais quand je sentais qu'il était vraiment fatigué, qu'il était pas bien,
J'insistais pas. Ce jour-là, ouais, voilà, je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit, est-ce que je reste encore un peu? Il m'a dit non, je vais me coucher. Le 27 septembre, c'était un dimanche et effectivement, il était très fatigué. Ça avait commencé déjà le soir et le lendemain, il était vraiment pas au top de sa forme. Il était très fatigué. Je continue à m'informer sur Internet, voir un petit peu le futur, hein, enfin ce qui nous attendait. Et donc j'avais rappelé ma meilleure amie. On s'appelait tous les jours. Là, je me suis pris une claque dans la gueule parce que je me rendais compte. Là, je prenais vraiment en face, en pleine gueule, ce qui nous attendait. En fait, je me rendais vraiment compte que Bradley ne serait handicapé jusqu'à la fin de ses jours, en fait. Donc là, je me suis effondrée. Mais voilà, c'était comme ça. Il fallait qu'on le prenne. On n'avait pas le choix, en fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a des personnes et on peut pas leur en vouloir. C'est propre à chacun. C'est comme les personnes qui font des dépressions, ça peut vous tomber sur la gueule du jour au lendemain. Et il y a des personnes qui vont se laisser envahir par les soucis de la vie quotidienne, par la maladie, qui vont se laisser envahir par tout et n'importe quoi, qui vont pas s'en remettre, qui vont sombrer. Et il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu plus fortes et qui vont se battre, qui vont s'accrocher, qui vont se battre jusqu'au bout et qui vont leur permettre de surmonter un petit peu tout ça, les problèmes, la maladie et tout ça. Et je dis pas que c'est parce qu'on va se battre qu'on va guérir. Il y a des personnes malheureusement qui se battent contre des cancers, qui se battent jusqu'au bout et malheureusement qui ne s'en sortent pas, mais qui vont ça va peut-être leur permettre de prolonger un petit peu leur durée de vie, qui vont pouvoir assimiler plus facilement les traitements. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que le fait de se battre, de s'accrocher, ça va nous aider. C'est pas une science exacte, mais généralement on dit que si on se bat, qu'on a le moral, généralement ça se passe quand même un petit peu mieux. Et nous, moralement, voilà, on avait des petits coups de mou, bien sûr, mais le fait de nous accrocher, de se battre, de se dire allez, on y va, on fonce, non, on va pas se laisser aller, il n'y a pas de raison, on va se battre et ça va se faire, ça va le faire, et il y a pas de souci. Et donc du coup, c'était voilà, il y avait des hauts et des bas, mais on continuait de s'accrocher. Et puis même pour Bradley, il fallait pas qu'il nous voie sombrer. Si nous on sombrait, lui il sombrait. Il fallait qu'on s'accroche pour lui. Il y avait pas d'autre solution. Le 28 septembre, l'opération de la trachéo s'est bien passée. Donc c'était une trachéo provisoire. Je me rappelle plus combien de temps il l'a gardée, mais pas très 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 longtemps. Et du coup, après la trachéo, il pouvait entamer sa kiné avec un vrai kiné, hein, au-delà de tous les massages que je lui faisais. Et il pouvait remanger, il pouvait reparler. Donc, on lui avait dit qu'il aurait de la kiné pour les mâchoires, parce que quand vous restez intubé, vous restez la bouche ouverte. Et c'est très douloureux. On vous enlève, après vous pouvez plus parler, vous êtes complètement paralysé, complètement bloqué. Il fallait qu'il fasse des tests pour la déglutition. Il fallait un orthophoniste pour lui réapprendre à parler. À parler, il pouvait parler, mais bon, c'était compliqué. Et du coup, il a pas eu besoin de tout ça. Le lendemain, ils lui ont donné une compote, il a avalé ça, mais en deux. Problème de déglutition, il n'y en avait pas. Pour parler, alors, il parlait comme ça. Il pouvait pas parler, il parlait tout doucement comme ça. Mais du coup, il pouvait parler et donc ça c'était cool. Du coup, il lui avait donné une feuille avec l'alphabet et du coup, il montrait. Alors moi, j'ai essayé de voir rapidement comment il ce qu'il disait, mais je comprenais rien. Des fois, la plupart du temps, elle me regardait. Il dit, oh, c'est bon, excuse-moi. Mais des fois, je me mettais en colère après lui parce que je disais, essaie de comprendre. Toi, il faut que tu t'adaptes, mais nous, il faut qu'on s'adapte aussi. C'est compliqué aussi pour nous. Il faut que tu comprennes que pour nous, déjà, c'est compliqué de te voir dans cet état-là. C'est compliqué parce que ça nous est jamais arrivé, donc on n'est pas adapté à tout ça, à ton état. Donc il faut qu'on s'adapte aussi. Et petit à petit, ça s'est installé. Il a fallu qu'on s'adapte. Du coup, à partir de là, je n'ai plus déroulé de tout ce qui s'est passé par la suite. En revanche, je me rappelle que alors j'ai terminé mon contrat le 20 novembre, le jour de mon anniversaire. Il devait me prolonger et je suis allée voir ma chef ce jour-là et je lui ai dit bon écoute, je prolonge pas mon contrat. Elle me dit c'est pour t'occuper de ton fils. J'ai envie de dire non, c'est pour partir en vacances, pour aller m'éclater. Non, oui, pour m'occuper de mon fils, pour quoi faire en fait.
Donc j'ai arrêté de travailler ce jour-là. Je n'ai plus retravaillé depuis parce que actuellement je ne travaille plus. J'ai arrêté le boulot pour pouvoir m'occuper de Bradley pas à temps plein parce qu'il était en centre de rééducation, mais pour faire les papiers, enfin il y avait plein de choses à mettre en place pour pouvoir l'accueillir quand il sortirait du centre de rééducation. Et donc il fallait qu'on voit les assistantes sociales, les médecins, les kinés, les ergothérapeutes. Enfin bon, il y avait tout un ramdam pour pouvoir remettre Bradley sur les rails le plus rapidement possible, pour lui apprendre à vivre sa nouvelle vie de personnes handicapées. Ça a été compliqué parce que voilà, encore une fois, on n'est pas adapté à ce genre de choses. Personne ne l'est. On accueillait un nouvel enfant, en fait, une nouvelle personne chez nous. Pour vous dire, alors pour revenir un petit peu en arrière, donc au mois de novembre, je reçois une vidéo. Alors je sors du boulot pour aller manger le midi et je reçois une petite vidéo de Bradley et il m'envoie une toute petite vidéo de ses orteils qui bougent. Comment vous dire, j'étais sur le chemin du retour, j'habitais à 2 minutes à pied de mon boulot, hein. J'étais vraiment juste à côté. J'étais toute seule, je suis oh putain, oh putain. Et j'étais là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'étais là. Et j'appelle ma mère, je dis maman, et elle me fait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis maman, il bouge ses orteils, il bouge ses... Mais je hurlais en fait dans la rue. Il y avait des gens certainement qui seraient passés à ce moment-là, ils auraient dit mais elle est complètement folle celle-là, qu'est-ce qu'elle a. Mais j'étais tellement contente qu'il puisse bouger ses orteils. Alors c'est complètement con parce que c'est pas parce qu'on bouge un orteil qu'on bouge ses jambes et qu'on va remarcher. Pour nous, c'était un signe, c'était tellement voilà, moi j'étais sous le choc mais dans le bon sens. Je me dis c'est pas possible, il bouge ses pieds. J'ai appelé mon mari tout de suite et tout, il me dit putain, c'est génial et tout, j'ai montré la vidéo, il était fou mon mari. Donc petit à petit, voilà, les membres ont commencé un petit peu à bouger. Il a fait des exercices, il a commencé un peu, je vous mettrai toutes les petites vidéos, les petites photos petit à petit de tout ce qui s'est passé. Petit à petit, on lui a fait soulever un petit peu ses jambes, décoller les jambes du lit, toute une kiné du travail physique pour qu'il puisse se réadapter, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il était capable de refaire. Il arrive au centre de rééducation, retour au lit. Il le mettait pas en fauteuil. Bradley il était fou quoi, il se disait mais c'est pas possible, je vais pas rester au lit. Il revenait mais complètement en arrière quoi. Mais j'ai dit ils sont malades ou quoi. Donc il avait commencé un peu de kiné à l'hôpital. Alors c'était juste des petits mouvements, des trucs comme ça. C'était rien de fou, mais il commençait quand même un petit peu à bouger. Puis il était en fauteuil quasiment toute la journée. Et là il le remettait au lit. Donc j'ai dit non ça va pas se passer comme ça, c'est pas possible et tout. Et puis bon j'ai dit à Bradley, je dis il faut vraiment que tu pousses. Et ils ont fini par le lever. Enfin, ils l'ont mis dans un petit fauteuil électrique au début. Pareil, là, on a appris que généralement, les personnes qui sont en fauteuil électrique, c'est les personnes qui sont le plus impactées physiquement, qui ont plus de difficultés et moins d'autonomie. Donc, on les met en fauteuil électrique. Et ceux qui sont en fauteuil manuel, c'est ils ont plus de facilité à bouger. Plus de force dans les bras, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Alors c'est encore une fois, c'est pas une vérité sûre, mais généralement, si on voit par exemple dans la rue une personne qui est en fauteuil électrique, c'est qu'elle a un petit peu plus de mal à bouger, ou alors c'est un fauteuil, enfin il y a fauteuil électrique et fauteuil électrique. Il y a les personnes qui sont comme ça, c'était je me rappelle pas, si je trouve une photo, je vous le mettrai, comment il s'appelait ce monsieur, c'était un scientifique. Il est décédé depuis quelques années. Et lui, il pouvait pas parler, il bougeait pas, il était il y avait des espèces d'appui-tête comme ça. Comme le monsieur aussi qui a fait le film Intouchable. Donc lui, il est tétraplégique, mais très haut, donc il a juste la parole, hein, il peut pas du tout bouger. Donc ces personnes-là, elles sont en fauteuil électrique et elles ont des joysticks. Enfin, c'est très très compliqué. En revanche, Bradley pourrait avoir un fauteuil électrique pour sortir, pour être complètement indépendant, pour vous sortir tout seul et tout. C'est compliqué. Là, je peux pas vous donner tous les détails. Mais voilà, il y a fauteuil électrique et fauteuil électrique. Là, il était en fauteuil électrique parce que il pouvait pas vraiment bouger. Et petit à petit, il a appris à faire ses transferts. Donc de fauteuil au lit, du lit au canapé, de la voiture au fauteuil, du fauteuil à la voiture, de la voiture au fauteuil.
Donc petit à petit, il a appris ce genre de choses. Après, il a fallu qu'il apprenne à se sonder. Parce que les personnes tétraplégiques ne peuvent pas faire leurs besoins naturellement. Donc ça, c'est dans la majorité des cas. Et donc il a essayé de se sonder par les voies naturelles, ce qui n'a pas été possible. Hein. Ils ont essayé. Ça a été très invasif pour lui, très douloureux, très impactant. Ça a été très compliqué. Déjà mentalement, c'est quand on vous dit il faut vous sonder. Voilà quoi, déjà c'est douloureux et puis le faire soi-même c'est très compliqué. Et puis quand vous êtes handicapé et que vous pouvez pas bouger, enfin comment vous faites pour vous sonder quoi. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place par les ergothérapeutes. C'est pareil, ce qu'on cherchait à avoir chez Bradley, c'était la pince. Il fallait au moins qu'il ait la pince pour pouvoir. La pince c'est très important chez l'humain. Hein. On est les seuls animaux à avoir la pince pour pouvoir prendre des objets, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir écrire et tout ça. Donc ils ont cherché, ils ont fait des exercices qui font que ça va s'améliorer, pouvoir apprendre voilà à se nourrir. Donc ils lui font monter des petits trucs, ils faisaient des tout petits machins comme ça avec des espèces de briques, ils faisaient plein de choses pour pouvoir récupérer de la force, pour pouvoir se servir de ses mains. On l'a verticalisé, donc c'est un appareil qui vous verticalise à plusieurs degrés. Donc au début il est un peu penché, puis petit à petit ils vont verticaliser. Il avait des grosses chutes de tension. Parce que quand vous passez de la position allongée, que vous restez très longtemps allongé, puis qu'après on vous verticalise, c'est très compliqué. Donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. Je reviens en arrière du coup avant de partir, avant qu'il parte au centre de rééducation avec Bradley. En fait ils ont fait il y a toutes les infirmières, les médecins qui sont venus faire des photos avec lui. Et on a foutu un bordel dans cet hôpital, dans ce service. C'était marrant parce que en fait ça faisait comme une famille, on rigolait tout ça et ça permet justement de rire, ça permet d'évacuer tout le stress, toutes les mauvaises nouvelles, tout ça, voilà, ça fait du bien en fait. Il faut rire dans ces moments-là. C'est ce qui nous permet de nous relever, de sortir la tête de l'eau. J'avais été voir les médecins, je leur avais amené une petite carte avec des chocolats et en les remerciant, et ils m'ont dit vous avez pas à nous remercier, mais j'ai dit si, vous avez sauvé mon fils en fait, vous lui avez sauvé la vie. Et si je les remercie infiniment et je les remercierai jusqu'à la fin de mes jours. Et Bradley aussi certainement, même des fois s'il y a des petits couacs, des choses comme ça. Mais moi je les remercie. Je voudrais vraiment remercier le personnel soignant parce que j'ai une admiration pour eux. Et même quand mes parents sont décédés, parce que ils sont décédés quasiment à la suite de ça, il est parti. Voilà, c'était quand même assez émouvant. En centre de rééducation, ça a été très long aussi. Bradley nous envoyait les vidéos ou des photos dès qu'il était sur la table de verticalisation, dès qu'il faisait des exercices. Les premières fois, voilà, la première fois qu'il s'est habillé aussi, quand il a commencé à s'habiller, en fait, on a envie de l'aider. Et c'est pas possible en fait. Déjà c'est pas possible parce que là c'est la vidéo, mais même quand on le voyait, quand on allait le voir, quand on pouvait le voir au centre de rééducation, on montait dès qu'on pouvait en fait, dès on pouvait aller le voir. Et toujours pareil avec les masques, le Covid. Et des fois on avait envie de. Alors moi j'arrivais quand même à être moins sur lui. Son père, en revanche, c'était un petit peu plus compliqué pour lui parce que mon mari n'exprime pas ses sentiments, mais en même temps, il voulait aider Bradley tout le temps. Alors je lui disais, mais laisse-le faire, laisse-le, n'essaie pas de l'aider. S'il te demande, tu l'aides, sinon tu le laisses. Et c'était compliqué pour mon mari, ça, c'était difficile. Mais encore une fois, on peut pas en vouloir. Chacun a ses propres réactions, ses propres sentiments. Et donc c'était et puis des fois Bradley il disait mais laisse-moi tranquille, je vais y arriver, je vais le faire tout seul et tout. Donc voilà, mais encore une fois, fallait qu'il s'adapte. Mon mari, fallait qu'il s'adapte avec avec son savoir, avec la manière dont il a été élevé, tout ça on est tous différents, on va absorber les choses différemment. Et du coup, voilà, mon mari il ne réagissait pas comme moi. Moi, j'étais pas dans la tête de mon mari n'était pas dans ma tête. On savait pas ce que l'un ressort. Enfin, on savait ce que chacun ressentait, si vous voulez, mais on ne sait pas de la manière dont on le perçoit.
Et voilà, ça c'était un petit peu compliqué. Et puis bah, petit à petit, voilà, après on a pu aller le voir en famille, donc avec ses frères. Je vous mettrai la photo. Alors je vous mettrai la photo également de la première fois qu'on a pu le voir en famille à l'extérieur de l'hôpital. Il faisait un froid de canard, hein, mais c'était horrible. On était tous masqués. Il faisait un froid pas possible. Il pleuvait. On était sous une espèce de barnum. Et c'était la première fois que Bradley pouvait sortir. Donc il avait des couvertures et tout parce qu'il sent pas la température de dehors. Hein. Son corps ne réagit pas comme nous. Si on a froid, on a des frissons ou des trucs comme ça. Lui, ça peut être des fois il peut faire chaud, il va avoir froid. Des fois il peut faire froid et il va avoir chaud. Donc son corps ne réagit plus comme nous. Et du coup, là, il avait des couvertures et tout ça, voilà. Mais c'était sympa. On avait pu le voir, c'était cool, quoi. Et puis donc au centre de rééducation, pareil, on avait pu aller le voir. Il y a des petites vidéos où il y a le petit Chabichou aussi qui était venu. Et c'était trop sympa. Franchement, c'était génial. Et puis le cadre était beau là-bas, donc il y avait la forêt et tout ça. On pouvait se faire des petites balades entre guillemets. Et Bradley bah, nous racontait ses journées, nous racontait ce qu'il faisait, tout ça, les relations qu'il avait avec les autres patients. Et c'est pareil, donc dans ces centres-là, il y a beaucoup de personnes amputées à cause du diabète, donc puis des traumatismes divers et variés, hein, des accidents de moto, voilà, il y a un petit peu de tout, des personnes qui ont fait des AVC, donc qui sont voilà, qui sont très atteints mentalement, voilà, c'est compliqué. Faut avoir le cœur quand même bien accroché. Mon mari a réussi quand même à surmonter tout ça. Alors il allait pas voir Bradley à l'hôpital quand il était intubé et tout ça. Après il a pu venir le voir. Mais après en centre de rééducation aussi c'est compliqué parce que vous voyez ouais des personnes amputées. Enfin il faut avoir le cœur accroché quoi. Quand on n'est pas habitué c'est un petit peu compliqué. Il faut avoir un regard on va dire normal, parce que ce sont des gens, voilà, qui sont simplement handicapés, mais qui sont, ils sont normaux, quoi. Enfin, s'il y a une normalité, hein, si je puis dire, mais faut essayer de réagir le plus naturellement du monde. Des fois, on se marrait des fois avec eux. Des fois, ils faisaient le petit train avec les... On rigolait parce qu'ils faisaient le petit train avec les fauteuils. Ils s'accrochaient les uns aux autres et tout. Enfin, voilà, il y avait des parties de rigolade. Quand on arrivait, ils étaient tous dehors, sous le porche du centre. Et on disait bonjour, comment ça va? On tissait des petits liens comme ça avec les personnes. Et puis bon, on rigolait quoi. Il y avait toujours une petite touche d'humour et c'est ce qu'il faut. Après, moi j'ai mon père qui est tombé malade, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère un an après, donc tout ça, ça s'est accumulé, c'était très compliqué. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. On n'a pas eu le choix. Encore une fois, c'était difficile. Sachant que Bradley pouvait pas venir aux funérailles aussi, donc ça a été une période très difficile. Puis est venu le jour où Bradley a pu commencer à sortir, donc il sortait le week-end. Et encore une fois, il a fallu qu'on s'adapte, sachant que l'appartement où on était à la caserne n'était pas du tout adapté. On avait fait la demande, pas pour tout révolutionner dans l'appartement, sachant que son fauteuil passait entre les montants de porte, donc ça c'était bon. Il ne pouvait pas aller aux toilettes puisque il ne pouvait pas aller aux toilettes normalement. Donc il a fallu qu'on mette des choses en place parce que encore une fois on ne voulait pas. C'était un choix de notre part, hein, c'était pas une obligation, mais on ne voulait pas que ça soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de Bradley. Même Bradley, je pense qu'il préférait que ça soit nous qui nous occupions de lui. Donc ça a été d'un commun accord. Le matin, il faisait ses besoins, fallait qu'on s'occupe de ça. Donc on avait mis en place. Alors c'était un peu compliqué. Alors je vous dis, c'est ceux qui ont du mal avec ce genre de choses, passez votre chemin. Donc comme on n'avait pas de douche adaptée, on avait acheté un fauteuil pivotant. Donc, il faisait son transfert de son fauteuil roulant sur le fauteuil pivotant pour pouvoir le mettre dans la baignoire. Si je trouve une photo du siège, je vous mettrai.
Donc c'est un siège qui se pose sur la baignoire. Il pivote. Nous, du coup, comme il pouvait pas soulever ses jambes, on soulevait ses jambes enfin c'était un poids mort, donc c'était mon mari plutôt qui s'occupait de ça. Quand il était prêt, Bradley nous appelait. Mon mari se mettait ses jambes dans la baignoire et on glissait un petit bac en dessous. C'était un vieux bac à litière qu'on avait, pour vous dire, hein. C'était vraiment de la débrouillardise, hein, le système des merdes, hein, c'est le cas de le dire. Donc on mettait le bac à litière en dessous, le temps que Bradley puisse faire ses besoins. Et puis quand il avait terminé, il nous appelait, il fallait qu'on vide dans les toilettes et tout. Bon, c'était vraiment très très compliqué. Mais pour vous dire que si on a des tabous avec ce genre de choses, on peut pas, c'est pas possible, on peut pas s'adapter on peut pas s'adapter. Ou alors on va s'adapter, mais ça va être plus long. Nous, comme on n'avait pas de tabou, alors c'était pas facile, hein, le matin à 7 heures du mat, les odeurs et tout ça, voilà, je vous passe les détails, mais on le faisait. On le faisait parce que on n'avait pas d'autre choix. Bradley n'avait pas d'autre choix. De toute façon, il pouvait pas faire ses besoins autrement. Il pouvait pas aller sur les toilettes, donc voilà. Donc on s'est habitué, on s'est adapté. Des fois c'était pas simple parce que Bradley n'arrivait pas à faire ses besoins, donc on entendait gueuler. Des fois on lui disait ça va, oui ça va, t'inquiète pas, ça va. Mais voilà, c'était comme ça. C'était difficile, mais ça s'est fait, voilà, petit à petit. Il fallait que je lui mette ses chaussures le matin pour quand il s'habillait. Donc je l'aidais à s'habiller. Je lui préparais toutes ses affaires, je lui préparais les médicaments, je préparais tout pour faire les pansements, pour faire les soins, tout ça. Enfin, il y avait tout plein de choses qui entraient en ligne de compte. Ça c'est venu un petit peu plus tard parce qu'en fait il a été opéré, il a eu une Mitrofanov, c'est-à-dire qu'on lui a créé un canal à côté du nombril. Des fois il passe par le nombril, mais là c'est à côté du nombril. Donc on s'est servi de l'appendicite et d'un morceau d'intestin pour lui créer un canal pour pouvoir se sonder. Donc le canal va directement dans la vessie parce qu'il ne pouvait pas se sonder naturellement. Donc ça aussi ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il apprenne à se sonder par le Mitrofanov. Mais là maintenant ça se fait, c'est hyper facile. Il met son petit tuyau. Du coup je lui faisais les soins pour changer les pansements et tout ça. Donc il a un petit trou, il a deux nombrils, il a son nombril et un autre petit nombril à côté. Avant, comme il était sondé à demeure, donc il avait une sonde et il avait une poche, fallait vider la poche. Enfin, c'était vraiment, c'était compliqué. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'était compliqué. Il fallait regarder combien il avait de millilitres. Fallait que j'accroche la poche au lit, donc il avait un lit médicalisé. Fallait que j'accroche la poche, fallait que je vide la poche. Enfin voilà, il y avait tout un rituel que je suivais à la lettre. Des fois, il y avait des petits oublis, donc je disais oh merde, voilà, j'ai oublié ça et tout. Mais voilà, on suivait scrupuleusement les choses. Bradley m'indiquait, des fois il me disait ah t'as oublié ça, ok, donc j'ai oublié, voilà, il fallait que je fasse ça. Je le bordais d'une certaine manière, je mettais la couverture, les draps, les trucs, les alaises et tout. Enfin voilà, c'était vraiment. Et moi j'aime faire ça en fait. C'est une chose que j'aime bien faire, donc ça ne me dérangeait pas en soi. Même si c'est difficile, mais ça ne me dérangeait pas. On a fait ça pendant plusieurs mois. Petit à petit, ça s'est amélioré jusqu'à ce qu'il puisse sortir complètement et venir à la maison. Il a fallu qu'il se réadapte à la vie à la maison parce que vous passez d'un gamin qui fait 1m90 et puis qui se retrouve en fauteuil. Donc il a beau être chez lui, mais c'est plus chez lui en fait. Faut qu'il apprenne à bouger avec son fauteuil à la maison, la table, faut qu'il s'adapte pour manger. Enfin, il a fallu que tous on s'adapte. Donc aujourd'hui, il va très bien, il vit tout seul chez lui. Donc nous, on est à La Réunion, lui, il est toujours en métropole. Il a une aide à domicile qui vient le voir 2 fois par mois pour faire les courses, juste pour faire les courses en fait, pour faire les papiers, voilà, quand il a besoin d'aller chez le médecin et encore même pas le médecin normalement, lui il a son taxi PMR qui vient le chercher, mais s'il a besoin par exemple d'aller faire un truc bien particulier, donc l'aide à domicile est là pour venir le voir et pour venir l'aider. Et puis sinon il se fait à manger tout seul.
Il se fait sa toilette tout seul, voilà, il s'occupe vraiment tout seul. Il y a vraiment que pour les courses, parce qu'il ne peut pas sortir tout seul, il n'est pas autonome de ce côté-là. Mais sinon, voilà quoi. Des fois, ses frères viennent le voir pour sortir un petit peu, voilà. Et tout se passe bien. Donc, on se fait des visios 2-3 fois par semaine avec Bradley. Il me raconte ses petits déboires et tout ça quand il a des trucs un petit peu qui l'enquiquinent. Mais bon, globalement, ça va très bien. Il est en bonne santé. Il est handicapé, mais en bonne santé. Et puis, oui, il peut quasiment tout faire. Là, il commence à faire du pain. Lui qui mangeait pas de pain, à chaque fois il me disait mais je mange pas de pain, et là il commence à faire du pain. Je me suis moquée de lui avec ça. Et ça a été compliqué, ça a été très difficile, mais on s'en est remis. Même si c'est toujours un petit peu sensible, et ça sera toujours sensible, faut pas trop appuyer là où ça fait mal. Et on s'en est sorti, et c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Bradley, si tu regardes la vidéo, je te souhaite un joyeux tétra-anniversaire pour tes 5 ans de renaissance, et je te fais un gros bisou, je t'aime mon fils, et je rends hommage encore une fois au personnel médical, enfin ouais, tout le personnel médical, les ergos, les kinés, et puis voilà quoi. Donc écoutez les chéris, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a pas trop choqué. Je vous laisserai, je vous dis, toutes les petites photos. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas sur le handicap. Si vous avez des critiques constructives, bien sûr, elles sont les bienvenues. En revanche, pour les personnes qui sont aigries, la méchanceté, on n'en veut pas. J'ai essayé juste d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec mon ressenti. Je sais que c'est des sujets qui sont un petit peu difficiles. Et les chéris, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Normalement, la semaine prochaine, je vous publie une vidéo, et après, je sais pas quand est-ce que je vous publierai les prochaines vidéos. Donc, je vous fais des gros bisous, les chéris. Ciao, 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 ciao. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Non, mais là, tu vois. Oui, voilà. Bah, tu le gardes en l'air, ton bras. Genre, il peut... Non. Mais c'est dur quand même, tu vois. Genre... Oui, bah oui, c'est dur. Mais quand je te dis que t'es un escroc, c'est que t'es un escroc. Non, mais t'es sérieux, toi. Je te... Écoute. Et... Bah, en théorie, si je me fais tenir, tu vois. encore positif, mais non. Après, de toute façon, il tient. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ouais. ça. Je sais pas, elle reste au moins. Alors, je suis pas à côté, mais c'est pas sûr. Oui, moi non plus, je suis pas vraiment à côté, je filme. Bon, ça va. C'est pas trop mal. Ça va, ta main droite, hein. C'est toujours la gauche qui pêche. Ouais, c'est ça. On a le temps de travers, du coup. Tu veux te remettre droit ou pas? Bah après, de toute façon, une fois que tu es dans ton lit, on peut t'aider à te caler droit, non? Est-ce que tu t'arrives à te déplacer la nuit ou pas? Ou tu bouges pas du tout? Je bouge pas. Ouais, une fois que t'es posé, quoi. Je reste immobile. À côté pour voir si t'es plus loin. Ouais, c'était plus loin quand même. Oh non, mais c'est kiff-kiff, je crois. Ouais. Ouais. Et du coup, t'es tendu sur tes deux jambes ou pas, là? C'est-à-dire. Bah parce que comme t'as le bassin qui est complètement... J'ai le poids vraiment sur les jambes, mais je sais que je suis pas loin. Ah, t'es pas droit sur tes jambes. Et après, vous pouvez tendre les genoux. Voilà. Là, tiens, plus vers ici. Ouais. Plus bas. Ouais, vers le bassin. Ça fait bien. Je sens que je suis pas loin. Là. Je pensais que tu serais plus lourd. Non, Et pour se rasseoir, c'est pareil. c'est pareil, ouais. Il faut bloquer les genoux. Ah, si, ça marche.
Ah, on va oui. Donc on va être synthétique. On va essayer. Et de temps en temps, en attendant, il y avait des gens. Oui. Et moi, je regardais le premier programme. Alors, vas-y. Là, je vais pas se mettre en fun, tu vois. Là, t'es en mode phrase. Ah oui, là, vas-y, bah au pire, essaye. Tiens le ouais. Et toi, tiens le fauteuil. Soulève. T'inquiète, c'est normal. Ça a croqué là? Oui, c'est normal, t'inquiète. Recule un peu, Scott. Encore un peu. Encore un peu. Encore. Pas trop quand même. Putain, c'est vrai que t'es grand, toi. Bah oui, les grands. Là, tu baisses tes bras un peu. Je me tiens juste plus par la taille. Là. C'est ça? Et l'autre aussi. Voilà. Vas-y, descends encore. Ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Ah, c'est déjà un peu plus facile. Descends un peu. Encore un peu. Mais t'inquiète pas, te mets pas en avant. Juste pour que moi je puisse me mettre plus devant. Vas-y. C'est moi? Vas-y, tu peux libérer ton bras à gauche. T'es à plus de 2 minutes. On va Hein. prendre le relais, je pense. Il faut vraiment que je sois sécurisé. Oui, approche. Vas-y, fais un pas de danse. C'est dans les bras. Fais un pas de danse. Fais le slow. Un slow à 3. Je peux monter en arrière. Je recule encore. Je suis moins avant. Ouais, du coup, tu peux chronométrer en fait. Bah allez, on chronomètre là. Oh non. Là, tu recommences. Comme s'il n'y avait rien eu. 3 heures après. Ah ouais, ça fait quand même- on est à plus de 5 minutes. Hein. Ouais, Mais la le début vidéo, de la vidéo. On va dire 2 minutes, Ouais, ça bon, fait quand on même va 3 minutes. Là, t'es debout là. Faudra calculer. Par contre, tu fais tout seul le prochain. Sans les mains. Sans les Sans les pieds, jambes. sans les dents. Je le tiens pas en fait, quasiment. C'est de la sécurité. Ouais. J'ai de la chance de sentir mes jambes. Donc Ouais. je fuck tous les rageux.